Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix avec Philippe David. Ça va, Philippe David? Quand je suis en votre compagnie, ça ne peut aller que bien. Avec une compagnie. En plus, vous êtes très bien coiffé. J'adore votre coiffure du jour. Ah bon, d'accord. C'est un peu, fritzy. Ben, j'aime bien. Ouais, ça fait un peu balai brosse, mais. Bruno Pomar, c'est pas vous qui allez nous parler de chevelure quand même. Oui, Merci. C'est pas vous de se moquer des. J'allais dire, le mec, il a pas de cheveux, il se moque des autres. Non, je vous en prie, il en a. Je défends Cécile, moi, toujours. Merci. Pour la peine, je vous tiens Éric Revel en proms. Voilà. Bonjour Cécile, bonjour messieurs. Bonsoir. Auteur de ce livre, c'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Je vous demande à chaque fois si ça se passe bien, mais à chaque fois, ça se passe de mieux en mieux. C'est ça qui est bien. Ça se passe bien. Puis alors, moi, j'ai de la chance parce que jusqu'à fin 2027, je pense que le livre peut continuer à se vendre. C'est l'histoire des fiascos d'Emmanuel Macron, donc il y en a un paquet. Et je pourrais peut-être faire un deuxième tome. J'allais dire, et plus si affinité, bien entendu. Peut-on aller chercher le défibrillateur pour Sébastien Ménard, s'il vous plaît? Non. Éditorialiste, patron de Presse Libre et entrepreneur dans la food tech. Comment ça va, Sébastien? Vous avez le poil hirsute? Non, je vais très très bien. Si, vous avez le poil hirsute. Oui, mais moi j'ai des cheveux. Vous moquez pas, monsieur Pomar, moi j'ai des cheveux. Monsieur David non plus, vous moquez pas. Là, c'est le clan des chauves. Allez, et monsieur Bruno Pomar, bien entendu, ancien membre du RAID et maire de Belleflou. Bonsoir, monsieur Bruno. Bonsoir, Pomar. chers amis. Je vois que monsieur Revel est en grande forme. Il nous a attaqué, il m'a attaqué d'entrée, comme ça. Je trouve que c'est un peu dur. Mais je me méfie, on nous a un peu éloignés parce que je sais que vous rigolez pas avec ces choses-là. Il est vif, le garçon. Il y avait une pub pour un truc que je ne citerai pas, c'était petit mais musclé. C'est tout Rikiki Maus Costa. Et moi, il y a petit et hargneux. Je pense que hargneux, c'est ça. Allez, les amis, le sommaire de cette émission avec le grand débat du jour. Face à la menace des États-Unis, la France va donc s'engager dans une mission militaire européenne au Groenland. Paris, Berlin et Stockholm participeront à une opération de reconnaissance sur ce territoire autonome danois. Un conseil de défense s'est tenu donc ce matin en urgence à l'Elysée. Et on vous pose cette question. Groenland, les forces armées européennes peuvent-elles dissuader Trump? Vous dites non à 89%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300. Et moi, je crois qu'un soldat de l'OTAN ne pourrait pas tirer sur un autre soldat de l'OTAN. Donc, je crois que ça peut sauver la mise. Éric Revel, d'accord ou pas d'accord? Écoutez, moi je trouve l'initiative du président de la République et l'initiative européenne plutôt intelligente. Sébastien Ménard, Je défendrai. vous défendez ou pas? L'initiative du président de la République? Ouais. Moi je pense que si on peut éviter que Donald Trump déclenche la 3e guerre mondiale, oui, ça peut être utile. Ouais. Bruno Pomar? Petit joueur, je trouve, le président de la République. On en parlera tout à l'heure. La question du soir à 18h10. En Seine-Maritime, dans le Finistère ou encore dans le Gard, plusieurs maires ont retiré le drapeau européen du fronton de leur mairie. Un geste symbolique pour soutenir les agriculteurs qui s'opposent à la signature du traité du Mercosur samedi 17. Pour en parler, le maire de Mozan sera avec nous, Louis Donnet. Et on vous pose cette question. Êtes-vous solidaire des maires qui retirent les drapeaux européens pour soutenir les agriculteurs? Eh bien, vous dites oui à 86%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et moi, je me demande toujours ce qu'il fait dans nos mairies, ce drapeau. Sébastien Ménard, d'accord ou pas d'accord? Mais c'est évident et ça devrait être même obligatoire que de mettre le drapeau européen en berne pour soutenir les agriculteurs. Éric Revel? Oui, il faut soutenir nos agriculteurs. On veut plus de cette Europe-là. Et Bruno Pomar? Oui, totalement. Je ne sais pas si je l'ai fait à ma mairie. D'ailleurs, il va falloir que j'aille voir ça. Ah bah tiens, c'est fait bien. D'accord. Il y a une conversion en direct. Prenez l'escabeau. En tout cas, que vous soyez pour ou contre, si vous avez des arguments, vous voulez les partager dans un débat, si vous êtes les bienvenus, 0826 300 300 avec Aude qui vous attend au standard. Et à 17h50, le bon Flavio, à notre chasseur d'arnaques. Vous pouvez envoyer vos petites arnaques, en tout cas celles que vous trouvez sur les réseaux sociaux, à jeparticipe@sudradio.fr. Aujourd'hui, c'est du grandiose, écoutez. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, je vous appelle pour la montre Rolex à vendre, toujours disponible? Oui, il est disponible. Mais c'est une vraie montre, du moins vous l'avez acheté où? C'est une montre de la marque Rolex? Monsieur, la montre, je l'ai achetée moi-même en Suisse, à côté de Paris. J'ai perdu la facture, mais vous pouvez me faire confiance sans problème. Je connaissais Paris au Texas, c'était un film, mais pas en Suisse. En Suisse, à côté de Paris. Voilà, ce sera à 17h50, bien entendu. Toujours les bons plans des arnaques de Flavio. Et tout de suite, le grand débat du jour. Face à la menace américaine sur le Groenland, le Danemark, qui contrôle le territoire, est bien décidé à ne pas se laisser faire. Dès ce jeudi, des troupes danoises, françaises, suédoises, allemandes et norvégiennes
arrive sur place pour une mission militaire. À partir d'aujourd'hui et dans les jours à venir, il y aura une présence militaire accrue au Groenland et dans ses environs. La sécurité dans l'Arctique est d'une importance cruciale, tant pour le Royaume que pour l'ensemble de l'OTAN. On s'attend à une augmentation du nombre de vols militaires et de navires. Et bien sûr, ils s'entraîneront dans la région conformément à l'accord conclu avec l'OTAN. Pour l'instant, cette mission d'exploration doit durer jusqu'à samedi. Les vraies voix Sud Radio. Et la question du jour, les forces armées européennes peuvent-elles dissuader Trump, Philippe? Eh bien, vous dites non, toujours à 89%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Éric Revel est avec nous, mais d'abord, donnons la parole à Hervé qui nous appelle d'Antony au 0826 300 300. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, je vous ai entendu depuis tout à l'heure. Écoutez, ils en disent des conneries, hein, vous avez vu. Hein. Oui, mais j'ai remarqué, il y a un côté tragique et très sombre aussi, et très obscur de la force avec quelqu'un qui dit qu'on peut déclencher la Troisième Guerre mondiale. Moi, je ne crois pas, absolument pas. Monsieur Revel vient de dire que c'était intelligent. Moi, je crois que c'est pas. Oui, c'est intelligent, mais sans plus. Je crois que Macron fait ce qu'il peut. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même un territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés, c'est 4 fois la France. Et manifestement, 15 soldats français dessus, plus les autres, je ne crois pas que ça fasse la différence, d'autant que ce sont les soldats de l'OTAN. Donc je ne comprends pas bien, si vous voulez, la signification, sauf le fait de vouloir un peu exister face à Donald Trump. On va faire réagir Éric Revel, donc. Oui, écoutez, je vais vous expliquer ma position, après vous pourrez la critiquer évidemment. Évidemment, c'est pas 15 soldats français, quelques Norvégiens, quelques Suédois et je crois un Britannique qui vont assurer la sécurité du Groenland face à ce que Trump appelle la menace chinoise ou russe. Mais je regardais, parce que c'est important, il y a un traité qui a été signé entre le Danemark et les États-Unis en 1951. Ça fait donc 75 ans. Ce traité est toujours sur la table, il est toujours réel. Et ce traité permet en réalité aux Américains de mettre autant de bases, autant de militaires qu'ils le souhaitent sur le Groenland. Donc la question de la sécurité du Groenland face aux Chinois et Russes, c'est pas ça le sujet pour Trump. Le sujet pour Trump, c'est de mettre la main sur les matières premières du Groenland. Voilà. Alors, ce tout petit contingent européen peut vous sembler ridicule, mais à mon avis, c'est une façon de dire que l'Europe essaie de se coaliser pour apporter une réponse. On ne peut pas à la fois dire il n'y a pas d'Europe de la défense et quand il y a un embryon d'un truc de quelque chose, dire que c'est complètement stupide. Et puis je vais vous dire autre chose, c'est que je vois pas du tout, mais j'y crois pas un seul instant, peut-être que je vais démenti, mais je crois pas un seul instant à un affrontement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une présence ultra symbolique, vous avez raison, vu la grandeur du Groenland, mais c'est une façon de planter un drapeau européen au Groenland, et je ne vois pas comment la principale puissance de l'OTAN pourrait agresser un autre pays membre de l'OTAN, qui est le Groenland, puisque le Groenland est une région, comme vous le savez, autonome sous protection du Danemark. Exactement. Hervé, vous restez avec nous, les vraies voix restent avec nous. Je sais que monsieur Sébastien a envie de répondre. Un petit mot et on continue juste après la pub. J'ai juste envie de dire que le prochain livre de Monsieur Revel, ça sera le macronisme pour les nuls, parce que c'est ce qu'il vient de faire en 1 minute 12. Vous critiquez ou pas? À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on revient sur cette information annoncée par Emmanuel Macron. Face à cette menace des États-Unis, la France va donc s'engager dans une mission militaire européenne au Groenland. Paris, Berlin et Stockholm participeront à cette opération de reconnaissance sur le terrain autonome danois. Autour de cette table pour en parler, Bruno Pomar, ancien membre du RAID et maire de Belleflou, Éric Revel, journaliste, écrivain et auteur de ce livre, C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse, et Sébastien Manard, éditorialiste et entrepreneur dans la food tech. Et puis la question du jour, les forces armées européennes peuvent-elles dissuader Trump? Hervé est avec nous au 0826 300 300, mais juste avant, on écoute Macron. Au Groenland, territoire autonome du Royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière, car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. La France a décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark de manière souveraine et indépendante dans le cadre d'Arctic Endurance. Une première équipe de militaires français est déjà sur place
et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. Alors Éric Revel disait tout à l'heure une initiative européenne plutôt intelligente. Vous vouliez réagir, Sébastien Ménard? Non, je disais que pour une fois, Éric Revel soutient le président de la République, Emmanuel Macron. Donc je tiens à le signaler. Je soutiens une initiative. C'est déjà un bon début. Et en l'occurrence, comme je le disais hors antenne, on s'en fout. Enfin, j'ai beau soutenir Emmanuel Macron, on s'en fout que ça soit l'initiative d'Emmanuel Macron. L'Europe a juste besoin, enfin, d'arrêter. À défaut d'arrêter d'emmerder les entrepreneurs, les agriculteurs et toutes celles et tous ceux qui font vivre la France et notamment la France des territoires, au moins que l'Europe ait cette utilité-là, c'est-à-dire de faire respecter nos valeurs, de faire respecter nos territoires, de faire respecter nos marchés, de faire respecter, comme on le disait tout à l'heure, nos matières premières, nos ressources, comme le disait Éric Revel. Allez, Monsieur Pomard. Non, mais je suis surpris d'ailleurs qu'Éric Revel soit heureux de voir qu'il y a une quinzaine de soldats français qui partent là-bas avec le Danemark. C'est le symbole, on s'en fout, c'est pas le nombre, c'est le symbole. Oui, mais on est que dans le symbole en France, c'est ça le problème. C'est déjà un bon début. On rame derrière comme des malades. C'est déjà un bon début. On fait pareil partout. Et encore une fois, Trump fait ce qu'il veut, c'est-à-dire il continue à avancer dans la démarche qui est la sienne après l'Amérique du Sud et Maduro, après l'Ukraine. Là, il s'attaque au Groenland. Pour l'instant, il n'a rien fait. Pour l'instant, il parle. Pour l'instant, il parle et pour l'instant, il fait rien. Vous êtes petits bras, les amis, excusez-moi. Alors, moi, je crois qu'il y a deux choses qui jouent. Au niveau de la symbolique, oui, il n'y a pas qu'Éric Revel, Sébastien Ménard, je vais soutenir l'initiative du président de la République. Bon, seul problème, aujourd'hui, on a une armée qui est toute mouillée, fait un peu plus de 200 000 hommes, d'accord, dont les unités combattantes, dont 70 000 opérationnels, 70 000 troupes de combat, d'accord. Quand vous regardez l'US Army qui dépense plus de la moitié des budgets militaires mondiaux, on joue boxe pas dans la même catégorie, même tous les Européens. Il y a 15 soldats, mais il y a aussi des moyens terrestres et aériens et maritimes. Et puis il y en a peut-être qu'on voit pas, type des sous-marins par exemple. Moi ce que je tiens à dire c'est que je n'imagine pas Trump assez déjanté pour faire tirer ou faire prisonnier des soldats de l'OTAN. Je sais qu'il peut être totalement transgressif, qu'il peut être ingérable, tout ce qu'on veut, mais parce que là, il fait ça, c'est déjà la fin de l'OTAN. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Non, bien sûr. On est tous d'accord là-dessus. Donc je pense qu'il n'est pas assez déjanté pour aller jusque-là. Alors par contre, s'il allait jusque-là, alors là, c'est la Troisième Guerre mondiale. Vous réagissez quand vous voulez, mais quand dit la diplomatie russe s'est dite sérieusement inquiète de l'envoi des troupes de l'OTAN en Groenland ce jeudi, est-ce qu'on peut y croire ou c'est un gros bluff? Non, mais c'est un peu logique historiquement, puisqu'en 1951, lorsque les Américains se sont installés, ont installé leur base militaire, c'était aussi pour contrôler la puissance soviétique. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, je pense que c'est plutôt géopolitique et géostratégique contre les Chinois. D'ailleurs, ça suit la politique étrangère de Trump avec l'affaire du Venezuela, puisque les Chinois, les Russes, etc., avaient un pied bien mis dans cette dictature. Donc c'est pas tellement étonnant. Moi, que je vous entends, j'entends mission. Comment ? Pardon monsieur, mais c'est pas ça du tout. Allez-y Sébastien. Je laisse parler notre auditeur, mais c'est pas ça du tout. Finissez Hervé, finissez. Alors je sais plus ce que je voulais dire. Non mais je pense que vous dites pourquoi ce n'est pas ça du tout. Je peux vous expliquer en 2-2. Oui. C'est que il y a en 2-2 alors. Il y a deux problèmes. Il y a deux sujets. Il y a pour Trump, il y a évidemment les ressources, l'accès évidemment à des matières premières. Contrôler le pétrole qui était bradé, vendu à bas prix dans une monnaie différente que le dollar. Donc il y a une problématique de ressources. L'Alaska, comme l'a dit mon collègue Éric Revel, il y a évidemment des matières premières rares, qui permettent aujourd'hui d'adresser le progrès, d'adresser la modernité, les nouvelles technologies. Il y a une réserve là-bas, il y en a là-bas, il y en a pas beaucoup aux États-Unis, là-bas il y en a beaucoup. En Alaska, enfin pas en Alaska, en Groenland, pardon, lapsus. Donc il y a et donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est évidemment le pétrole vénézuélien qui était jusqu'alors vendu de manière frelatée sous le manteau en yens ou en roubles. C'est ça l'histoire. Oui, mais on peut pas parler du pétrole vénézuélien puisque c'est un pétrole de très mauvaise qualité qui ressemble plutôt à du miel. En plus, il y a 500 000 tonnes qui sont vendues à la Chine, donc c'est la moitié de la production. Laissez faire les Américains, ils savent faire. Ils savent faire du pétrole de bonne qualité. Hervé parler. Oui, non, mais moi je pense que vous exagérez sur le problème du pétrole. Je pense que c'est plus un
un point de vue géostratégique pour contrôler la région et contrôler l'empire russe et puis l'empire chinois, de s'avancer de trop, comme la politique de Monroe des années 1823, de contrôler aussi l'Amérique du Sud pour que les Amériques pour que les Chinois et les Russes, si vous voulez, ne soient pas trop présents dans cette région-là. Voilà. Donc il y a une logique de politique étrangère chez Trump que vous remarquez pas en définitive. Mais la logique, c'est pas la Chine, c'est pas affaiblir la Chine. Quand on annexe le Venezuela, c'est un passage stratégique. Oui, mais est-ce que c'est pas la Chine qui est visée par Trump? C'est ce que dit Thierry Breton. Je ne oui, si, c'est la Chine qui avait pignon sur rue en Amérique du Sud et au Venezuela, ça c'est absolument juste. Bon, sur la question du pétrole vénézuélien, d'abord c'est assez incompréhensible en réalité parce que les entreprises américaines qui ont été spoliées sous Pérez, qui était président du Venezuela en 1976, puis sous Chavez plus récemment, le prédécesseur de Monsieur Maduro, ces entreprises américaines, elles peuvent produire du pétrole, mais comme on l'a dit, il n'est pas exploitable tout de suite. Alors Trump veut faire de la route et du bitume avec, ce qu'il a dit. Hein. Mais surtout, ce qui est incompréhensible, c'est que les États-Unis sont le premier producteur de pétrole de schiste aujourd'hui. On l'oublie. Alors, vous allez me dire, si le pétrole baisse trop, les coûts de production sont tels sur le pétrole de schiste que ça devient plus intéressant d'exploiter. C'est sûr. Mais c'est ça. Mais en réalité, c'est très complexe de suivre la pensée trumpienne. Pardonnez-moi, qu'il réactive la fameuse doctrine Monroe de 1823, qu'avait repris d'ailleurs Theodore Roosevelt le premier en 1904. Oui, mais pour le reste, je suis davantage d'accord pour dire qu'au Groenland, il y a des terres rares qui sont, comme vous l'avez dit, essentielles aux États-Unis. Qui veut faire du semi-conducteur sans avoir à passer par Taïwan, qui est sous la férule chinoise en ce moment. Non, mais moi je crois qu'il y a une chose, je ne suis pas d'accord avec Sébastien Ménard quand il dit que, pourtant je ne suis pas du tout un fan de Maduro, que le Venezuela vendait du Sébastien pétrole. Ménard, vous n'êtes pas fan des deux en fait. Non, si, je suis fan de Sébastien Ménard. Le Venezuela vend du pétrole à la Chine, à la Russie, évidemment. Oui, mais attendez, qu'il le vendait dans d'autres monnaies. Mais je ne vois pas pourquoi le pétrole ne serait vendu qu'en dollars comme les autres matières premières. Mais ça, en tout cas, ça déplaît à M. Trump. C'est la même chose que je pense. Je ne vois pas pourquoi. Exemple, je vais vous dire, si la France achète des produits à la Chine, elle n'a pas de raison de les payer en dollars. Elle peut les payer en yuan. Mais monsieur David, on a d'excellents chroniqueurs, je crois, sur l'antenne de Sud Radio qui connaissent parfaitement la valeur de la monnaie, la valeur des monnaies. Et en fait, le marché international, le capitalisme est fondé sur une monnaie étalon qui est le dollar. Et le fait que l'émergence de nouvelles puissances devenues hyperpuissances comme la Chine imposent leur monnaie partout. Ils imposent leur monnaie en Afrique, ils ont imposé leur monnaie en Amérique du Sud. Et évidemment que Trump combat ça et qu'il a intérêt à parce que ça. Je vous arrête, si le dollar n'a plus son rôle, les USA sont en faillite. C'est ce que je dis pas le contraire. C'est un point central. C'est un point central. Si vous remarquez les dictateurs qui produisent du pétrole auquel les États-Unis ont fait leur fête, vous remarquerez que c'est souvent des gens qui ont remis en cause le fait que le baril soit libellé en dollars. Exactement. Pourquoi ? Parce que le dollar, c'est la monnaie de la réserve de devises la plus puissante du monde. Si ça s'est remis en cause sur le pétrole, alors c'est la puissance américaine. Donc pour Trump, comme pour n'importe quel autre président, c'est inconcevable. On dit la même chose. Merci beaucoup. Merci Hervé. Vous restez avec nous dans un instant. On va recevoir Jean-François Aquili pour une raison particulière, Philippe. Alors notre ami et collègue Jean-François Aquili, qui officie tous les matins sur Sud Radio dans la matinale de 8h10 à 10h, est mis en cause par Manuel Bompard, député LFI, avec des propos mensongers. Alors il est victime de ce qu'on appelle une attaque en meute, on va dire ça comme ça, sur les réseaux sociaux. Et comme cette chronique s'appelle Seul contre tous et qu'il est seul contre tous, on l'a fait venir dans les vraies voix pour pouvoir se défendre. Il sera là dans un instant. Vous pouvez bien entendu appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David, on est ravis de vous accueillir tous les jours de 17h à 19h avec ce numéro de téléphone, le 0826 300 300. Il y a des débats, on peut s'exprimer, parlons vrai, vous le savez, 0826 300 300 autour de cette table. Bruno Pomar est avec nous, ancien membre du RAID et maire de Belleflou. Éric Revel, journaliste et auteur de ce livre, C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la food tech. Et avec Philippe David, nous avons pris la liberté, en tout cas, d'ouvrir notre micro à notre camarade et
collègue Jean-François Akili qui est avec nous ce soir. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Jean-François. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes à la tête de l'interview politique tous les matins à 8h15 et La Vérité en face du lundi au jeudi de 9h à 10h. Vous avez reçu ce matin Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, et voici la question que vous lui avez posée. On écoute. Je vais vous poser une question sur les agriculteurs, mais juste un détail. Vous êtes avec Ali Duhara, député LFI, c'est à la Courneuve, pas candidat. À ma connaissance. Je ne pense pas que ce soit acté. Ah, c'est pas acté? Pas à ma connaissance. Ce n'est pas fait, parce que vous êtes logiquement main dans la main avec lui pour aller au municipal. Si ça vous paraît logique, ça vous paraît logique. Mais ma connaissance, ce n'est pas fait. Lui qui dit, vous savez, mon sujet, c'est les gens de chez nous, c'est les Noirs et les Arabes qui ne votent pas, le reste, j'en ai rien à faire. Et par ailleurs, je ne crois pas que ce soit lui le tête de liste, mais bref. Je regarde ça reste en suspens. Je n'ai pas donc. compris. Je crois que c'est un proche à lui qui est tête de liste pour la France Insoumise. Je n'ai pas compris que c'était. Il y a une petite gêne donc dans cette histoire, j'imagine. Mais en fait, chez nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les groupes locaux qui décident dans chaque ville qui le soutiennent et qui, à ma connaissance, à la Courneuve, il y a des discussions, mais je ne crois pas qu'aucune position ne soit arrêtée. Voilà, c'est ce qui s'est passé en tout cas ce matin. Vous avez posé la question, elle n'a pas répondu. Et derrière. Alors, il y a eu un tweet de Manuel Bompard qu'on va lire. Vous voulez le lire, Cécile, ou je allez-y. Je le lis et on va écouter le son d'Ali Duhara. Je cite Manuel Bompard. Séquence catastrophique. 1. Le journaliste, il met des guillemets à journaliste Jean-François Akili, celui qui a aidé Bardella à écrire son autobiographie, entre parenthèses, déforme les propos d'Ali Duhara pour lui faire dire ce qu'il n'a jamais dit. 2. Marine Tondelier esquive le sujet plutôt que de défendre un camarade victime de diffamation. Rappel de base, quand on se présente comme antifasciste, on fait bloc face aux attaques racistes de l'extrême droite. Alors on a sorti les propos d'Ali Duhara. Moi, mon sujet, c'est les gens de chez nous. Quand je dis les gens de chez nous, c'est les Noirs et les Arabes qui ne votent pas. Et je sais pas, moi, désolé, mais si au 4000, il y a que des Noirs et des Arabes, c'est pas moi qui ai inventé les 4000. Fallait pas coloniser la moitié du globe. Moi, vous nous avez mis là. On est là, on est entre nous. On arrive, on a envie de faire un truc ensemble, bah, on le fait. C'est toutes ces personnes-là, c'est ça mon sujet. Moi, mon sujet, c'est celui-là. Je m'éparpille pas. Je suis en mission et c'est ça mon sujet. Le reste, c'est pas que j'en ai rien à faire, mais j'en ai rien à faire. C'est pas mon sujet. On peut pas être sur tous les combats. Mais celui-là, c'est pour moi le plus important. Donc, qui m'insulte de communautaire, tout ce que... J'en ai rien à faire. Mon objectif, c'est que les gens de chez nous s'emparent du pouvoir qu'ils ont, à savoir le pouvoir de vote. Parce qu'ils savent très clairement, si on vote, tout change. Les habitants des quartiers populaires, s'ils se lèvent un jour et décident d'aller voter massivement, ce pays sera un autre pays. Jean-François Akili. Alors, vous savez qu'à l'instant, juste avant l'émission, Monsieur Manuel Bompard, qui est comment dit-on, le coordinateur de la France Insoumise, vient de m'écrire pourquoi est-ce que vous êtes malhonnête comme ça, et il publie par écrit de façon large l'extrait que nous venons d'entendre, mais encore plus large, avec prenons fait et cause pour le papa en situation de handicap qui a du mal à faire les démarches administratives, les passoires thermiques, etc., etc., etc. Mais je suis désolé, il dit, moi mon sujet c'est les gens de chez nous, c'est les Noirs et les Arabes qui ne votent pas. Moi ce qui me choque dans cette sortie de ce député LFI, c'est d'abord l'expression claire d'un communautarisme forcené, et c'est le déballage d'une stratégie électorale ciblée en direction de populations essentialisées, les Noirs et les Arabes. Je suis désolé, moi je suis citoyen de ce pays, je me fiche de savoir que les gens soient noirs ou arabes. Vous savez, je vais vous dire un truc, je ne devrais même pas le dire ici, parce que cet argument ne vaut rien. Mais il se trouve que par malchance, j'ai grandi moi-même très 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 jeune, j'étais enfant, dans une cité grise, dans des bars grises pourris, à jouer en bas de la barre pourrie avec des Noirs et des Arabes. J'ai connu ça, c'est mon enfance. Voilà, je connais ce sujet. J'aurais pu grandir dans les beaux quartiers et tenir exactement le même propos. C'est un propos laïque et républicain. Nous sommes face à un parti, alors il y a d'autres exemples où effectivement, je les ai listés là, mais j'ai même pas envie de les égrener. Ce côté catalogue me fatigue. Cette campagne électorale part sur des bases communautaristes, portées par la France Insoumise, dans des stratégies de captation populiste de populations particulières dans les quartiers, qui sont essentialisées non plus par l'extrême droite, comme disent ces personnes, mais effectivement par désormais la France Insoumise de M. Mélenchon. Et je vais faire intervenir nos vraies voix du jour, donner votre avis. Moi, pour voir ce qui se passe dans les quartiers, parce que j'y vais souvent avec mon association et j'y travaille dans ces quartiers, ces gens-là, chers
Monsieur Akili, c'est leur cible privilégiée. Et je crois que c'est la ligne de conduite qu'a Vous voulez dire cible électorale, hein, évidemment. Hein. Oui, leur cible électorale privilégiée. Mais c'est la cible, ce qu'a donné comme direction Jean-Luc Mélenchon. Hein. Vous savez, la gauche et l'extrême gauche avaient avant les ouvriers, etc. Si on fait un peu d'histoire, ils les ont perdus, évidemment. L'extrême droite les a récupérés. Maintenant, on a écarté. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher les gens qui sont même radicalisés. Il ne faut pas avoir peur des mots, parce que c'est la vérité. Et on va effectivement raciser à bloc tous ces quartiers. Et c'est un drame, parce que ce que disait très justement Colomb, on vivait avant côte à côte, maintenant on va vivre face à face à cause de ces gens-là, parce que les Blancs n'existent plus dans ces quartiers. On n'en veut plus. Et ils ne veulent même pas comme des électeurs potentiels. C'est scandaleux. Et c'est raciste. Eric. Écoutez, moi j'ai vu les tweets, j'ai vu les échanges. D'ailleurs, j'ai réagi pour soutenir notre confrère Jean-François Akili. Je dis ça parce que la profession depuis quelque temps est quand même extrêmement muette sur certains journalistes qui ne correspondent pas à la bien-pensance politisée des médias publics. Moi, j'attends que des journalistes soutiennent Jean-François Akili. Quand M. Bompard le traite d'extrême droite, quand il lui dénie le fait de pouvoir poser une question, finalement, à laquelle Mme Tondelier, on le voit bien, est très embarrassée. Donc c'est un vrai sujet, c'est une vraie info que Jean-François Akili obtient de Mme Tondelier. C'est une vraie info. Où sont les journalistes qui défendent la liberté d'expression, de poser des questions? Puis alors je vais vous dire, le subterfuge qui consiste à traiter les gens quand on n'est pas d'accord avec eux d'extrême droite, c'est bon, on a compris, on est tous d'extrême droite pour les gens d'extrême gauche, c'est bon, on a compris, voilà. Écoutez, moi je suis très inquiet si ces gens arrivent un jour au pouvoir. J'espère, mon cher Philippe, ma chère Cécile, vous viendrez m'apporter des oranges, peut-être pas à la santé ou ailleurs, parce que là, je suis quand même inquiet pour la liberté d'expression. Je vous le dis comme je le pense. Sébastien. Oui, moi je voudrais vous dire, et c'est plutôt un centriste qui va vous dire ça, mon cher Jean-François, les fachos ne sont pas ceux qu'on croit. Voilà, ou en tout cas ceux qu'on nous raconte, ou ceux que nous montre du doigt dans un certain nombre de médias mainstream. Moi, je combats la France insoumise. Voilà, ce sont les nouveaux fascistes de ce pays, ce sont les nouveaux racistes de ce pays, et j'assume ce que je dis. Et voilà, donc moi, je ne suis absolument pas étonné qu'ils utilisent une forme de rhétorique, celle de la controverse, qu'ils s'organisent mécaniquement comme des hyènes, parce qu'ils fonctionnent comme ça. Donc voilà, vous étonnez pas de voir vos comptes sociaux trollés. Voilà, mais il faut effectivement, comme le dit Éric Revel, que toutes celles et tous ceux qui défendent une certaine idée, quelque part, du pluralisme, du débat d'idées, de la joute intellectuelle. On a souvent utilisé cette expression avec Cécile de Millibus. Il faut que ces gens, quelque part, soient honnêtes, parce que quand on écoute le sonore, comme on dit dans le jargon radiophonique, enfin voilà, vous n'inventez rien, vous n'interprétez rien, vous ne faites que citer une personnalité, enfin une personnalité entre guillemets politique. Et évidemment, on vous saute dessus ici, comme on vous a sauté dessus, pardonnez-moi, sur une autre antenne il y a quelques temps. Voilà. Donc je trouve ça lamentable, je trouve ça minable. Défendez-vous, battez-vous, et tout le monde devrait vous soutenir. J'ajoute, dans la foulée de ce qui est dit, le départ de ce message, ce tweet, on appelle ça encore comme ça sur X, de Monsieur Bompard, qui consiste à me cibler personnellement, journaliste entre guillemets, qui a participé à l'autobiographie de M. Bardella, ce qui est faux. Donc je n'ai pas écrit ce livre. D'ailleurs, c'est pas la première fois que vous le dites. Oui, mais bon, ça ne sert. Vous savez, ça ne sert. En fait, je me suis rendu compte au fil des mois, ça fait bientôt 2 ans cette histoire. En mars, ça fera 2 ans, 2 années. Depuis le départ, il y a ceux qui continuent d'affirmer cette chose qui n'existe pas. Tant pis pour moi, ou tant pis tout court. J'ai arrêté d'essayer de répondre à ça. Oui. Ça ne sert strictement à rien. C'est l'ère de la post-vérité. Les gens établissent leur propre vérité, leur propre récit, peu importe le réel. Et ce qui m'inquiète dans cette démarche, c'est que c'est un responsable de parti qui vous met une cible sur la tête avec ça. C'est-à-dire il provoque son armée de trolls pour que je passe un mauvais week-end, si vous voulez, avec une armada de gens qui vont me traiter de tout, du reste. À vrai dire, je m'en fiche. Je suis maintenant rompu à l'exercice depuis 2 ans. Tout ça est faux. D'ailleurs, si j'avais écrit ce livre, j'aurais gagné beaucoup d'argent. C'est vraiment dommage. J'ai raté le coche, peut-être. Mais un peu d'humour au passage. Mais c'est un
patron politique qui écrit ça. C'est pas du tout un lambda, c'est quelqu'un qui est en responsabilité. Je trouve ça inquiétant. Enfin, patron politique, permettez-moi, j'insiste, entre guillemets, puisqu'il vous cite de journaliste entre guillemets, moi je me permets de dire que c'est un patron de parti politique entre guillemets. Est-ce que c'est pas la preuve que calomnier, il en restera toujours quelque chose et toujours une réalité ? Notamment en disant que vous montez sur les propos d'Ali Douara, qui sont totalement audibles. Hein. Oui. Et ils s'en cachent pas d'ailleurs. Oui, c'est comme quand Daniel Obono trouve qu'il y a trop de blanc à la fête de l'humain, etc. De l'augure aussi, évidemment. Vous savez, c'est comme l'intersectionnalité. Quand vous arrivez à des raisonnements dans l'empire wokiste et que vous vous heurtez soudain au patriarcat musulman des cités avec le voile, c'est le différent que j'ai eu avec Manon Aubry l'année dernière, qui évoquait plein soutien aux femmes iraniennes qui tombent le voile. J'ai dit, mais attendez, j'ai essayé de faire comprendre et ce qui se passe chez nous, criant au scandale, cette députée européenne en disant que mon propos était indigne de ramener ça à un débat national. J'ai dit, mais non, mais c'est un débat mondial, madame. C'est la même chose. Hein. Donc, une femme voilée reste une femme voilée. Le patriarcat reste le patriarcat, c'est mondial. Voilà. Pourquoi se voiler la face ? Nous sommes en réalité dans des stratégies de conquête électorale. Regardez Jean-Luc Mélenchon avec son injonction à la créolisation de la France. Vous verrez que la barre est à quoi ? 15-16% pour accéder au deuxième tour. Aujourd'hui, le ticket d'entrée. Donc l'objectif, c'est d'être au deuxième tour. Et soudain, vous verrez, le soir du premier tour, un grand virage démocratique, laïque, apaisant. Et puis, une fois que j'accède à cet étage-là, par ce biais-là, par ce canal-là, le vote des quartiers, le vote des cités, ensuite, on changera de discours. C'est bête à manger du foin, mais ça marche. Ça fonctionne. En tout cas, Jean-François Aquili, on vous retrouve lundi et avec grand plaisir du lundi au jeudi. Vous êtes à 8h15 pour la vérité en face et l'interview politique. Et demain, ce sera Maxime Liédo d'ailleurs. Merci en tout cas. Merci. Je vais passer un bon week-end, rassurez-vous. Oui, bien sûr. Bon courage. Et dans un instant, on va vous parler espace puisque 4 astronautes de retour sur Terre après une évacuation pour un problème médical. On va en parler avec Benjamin Peters, qui est souvent sur Sud Radio, responsable de l'actualité spatiale de la Cité de l'Espace à Toulouse. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. J'ai un peu l'impression que ça va être une commémoration parce que les animateurs de Sud Radio n'arrêtent pas de passer. Nous, on vient de récupérer Perico Légas. C'est quand même la meilleure émission de l'antenne. C'est un marque le droit de venir. Ce que j'aime chez Perico Légas, c'est son réalisme. Alors, son franc-parler. Parlons vrai. C'est la meilleure émission de l'antenne. Voilà. Alors attention, la prochaine fois. Attention, il y a du monde. Bruno Pommard est avec nous, ancien membre du RAID des maires de Belleflou. Eric Revel, journaliste et avec son livre C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la faute tech. Et vous au 0826 300 300, ne vous inquiétez pas, on va vous trouver un petit coin pour pouvoir parler. Direction l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et comme je le disais, 4 astronautes de retour sur Terre après leur évacuation pour un problème médical. C'est un cas inédit dans l'histoire de la Station Spatiale Internationale. On va en parler avec Benjamin Peters qui est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable de l'actualité spatiale de la Cité de l'Espace de Toulouse. Et on a envie de comprendre pourquoi ces 4 astronautes de la mission Crew 11 sont rentrés sur Terre aussi rapidement. On imagine que c'est en tout cas, il a été dit que c'était lié avec un problème de maladie, de santé. Où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait ? Alors là où on en est déjà, c'est qu'ils sont rentrés. C'est une bonne nouvelle. On sait qu'ils vont tous bien, notamment l'astronaute qui avait ce problème médical. En fait, ça a commencé par une sortie extravéhiculaire qui était prévue la semaine dernière. Donc c'est des astronautes qui doivent mettre un scaphandre, aller à l'extérieur de la station. Oui, c'est pas une maladie. Voilà, ça c'est pas une maladie. Et en fait, on nous a expliqué qu'elle a été annulée, ce qui est pas quand même courant dans le calendrier qui est très minuté des astronautes. Et en fait, le lendemain, la NASA nous a annoncé effectivement qu'un des astronautes, l'un des 4, était atteint d'un problème médical, que ce n'était pas une blessure, c'est-à-dire que ce n'était pas lié à une manipulation ni à la préparation d'ailleurs de cette sortie extravéhiculaire, et donc par contre qui devait rentrer de manière anticipée. Alors pas une évacuation d'urgence, puisque ça aurait été immédiat, ils sont en capacité de le faire en quelques heures seulement, mais ils se sont donné le temps, et notamment ils se sont donné une bonne semaine pour finalement avoir une trajectoire orbitale parfaite pour prendre le moins de temps possible et pour qu'a priori
ce soit le plus confortable possible pour cet astronaute qui est en difficulté. Ils sont tous revenus, tous souriants quand même, on l'a vu à la sortie de la capsule. Ils ont été pris en charge à l'hôpital de San Diego et si tout va bien, logiquement, ils devraient être rapatriés vers Houston demain. Pourquoi on récupère tout l'équipage? Est-ce qu'on n'aurait pas pu en laisser de là-haut? Alors, effectivement, on monte ensemble et on redescend tous ensemble. Tout simplement parce que quand vous avez un siège, il faut pouvoir redescendre en cas vraiment d'urgence. Imaginons qu'il y a un débris spatial, par exemple, qui touche la station spatiale et qu'il faille évacuer tout le monde. Là, il faut que tout le monde ait son siège. Donc, on ne peut pas rigoler avec ça. Il faut vraiment que tout le monde parte. Si l'un des astronautes doit être évacué, ils sont formés à ça. Ils forment un peu une famille, ils le disent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent pendant plusieurs mois, pendant une bonne année généralement ensemble. Et donc, ce qui arrive à l'un, de toute façon, concerne tout le monde. C'est quelque chose qui ne s'était jamais passé, mais tout était prévu. Ça prouve quand même la force des procédures, non ? Tout à fait, c'est-à-dire que effectivement, en 25 années de la Station spatiale internationale, ça ne s'était jamais produit, une évacuation comme ça anticipée. On sait que ça s'était produit à l'époque de Mir côté russe, mais côté américain, effectivement, ça ne s'était jamais produit. Oui, c'est d'ailleurs ce sur quoi insiste la NASA ce soir, en disant, ils sont entraînés pour ça, ils répètent ce genre de procédure pour justement que même l'imprévu est toujours prévu. Sébastien Ménard, et après Péricou, oui. C'est un peu comme sur le plateau de Sud Radio, en fait. C'est quand il y a une macronite aiguë, finalement, ça contamine tout le monde. Alors j'allais aller un peu plus loin. Je pensais que c'était une DNS, dermatose nodulaire spatiale. Non, mais notre crainte était qu'ils soient allés aux urgences de Rennes. Les autres vont bien. Par bonheur, ils sont pas allés aux urgences de Rennes. Sans ça, ils auraient entendu chanter les anges, comme disait Bernard Blier dans les Tontons Flingueurs. Ils sont allés, comme quoi, même dans les conditions sanitaires les plus rigoureuses, on reste des êtres humains, et à moins que ce soit un virus spatial, ça serait plus embêtant. Mais alors, pardonnez-moi, j'ai dû avoir un moment d'absence, mais j'ai pas très bien compris de quoi il souffrait. Il avait une vasivite. On n'a pas dit. Alors, c'est une très bonne question, effectivement. Il y a le secret médical qui est très préservé par les agences. Et c'est vrai que dans ces cas-là, ils ne communiquent absolument pas sur les raisons. Par contre, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que les moyens de diagnostic qui sont à bord de la station, alors il y a des endoscopes, il y a même un échographe qui va d'ailleurs être utilisé dans l'une des expériences de Sophie Adno là dans les prochaines semaines, puisqu'elle va monter, la française Sophie Adno. Il n'y a pas suffisamment, en tout cas, d'instruments pour établir un diagnostic précis. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils souhaitaient l'évacuer en urgence. Donc, on ne sait pas exactement. Ça peut être, je ne vais pas m'aventurer. Je suis pas médecin. Je vais pas m'aventurer sur un diagnostic. Mais en tout cas, ça peut être un certain nombre de choses qui nécessitent en tout cas de revenir sur Terre. C'est curieux, parce que c'est les 4 qui ont été évacués. Il peut y avoir une bactérie dans le système d'aération. Voilà. Mais juste un mot. On est à 40 ans de l'explosion de Challenger. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu une crise? Est-ce qu'il y a pu y avoir un lien en disant on a déjà eu ça plusieurs fois, il ne faut pas qu'on recommence? J'ai tendance à le penser, en effet. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs, effectivement, comme ça. Il y a tout d'abord le fait qu'on va envoyer des astronautes autour de la Lune dans quelques jours, quelques semaines. C'est la mission Artemis 2 qui va partir. Donc oui, il ne faudrait pas qu'on ait un incident qui puisse tout remettre en cause. On a, comme vous le disiez, Challenger, les 40 ans, ce sera le 28 janvier. C'était en 1986. C'est un vrai traumatisme pour les États-Unis et pour la NASA. 7 astronautes qui décèdent lors de l'explosion au décollage. Donc c'est forcément quelque chose qui était dans la tête des responsables de la NASA. Il faut aussi noter qu'il y a un nouvel administrateur qui vient d'arriver, donc ça a été de haute lutte, ça a été long, sa nomination, puisque c'est un proche d'Elon Musk. Il a d'abord été adoubé par Trump, puis rejeté avant d'être repris. Enfin bon, ça a été très long. Et puis, on a en tête aussi ce qui s'est passé l'an dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les 2 astronautes qu'on disait bloqués, en tout cas c'était le narratif de la Maison-Blanche, de dire que ces 2 astronautes, Biden avait tardé à les ramener, Trump et Musk les ramenaient, etc. On peut se dire aussi que ça a joué en se disant, nous, notre administration, on ramène nos astronautes à la maison. C'est probablement quelque chose qui a été dans leur tête. Eh bien, merci en tout cas pour ce témoignage. En tout cas, au moins, on a enfin compris ce qui s'était passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et tout de suite... Attention, alerte arnaque avec le bon Flavio. Bonsoir Flavio. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Écoutez, ça va. Qu'est-ce que c'est qu'encore cette histoire? Et qu'est-ce que c'est encore cette petite annonce arnaque? Nouvelle histoire, nouvelle arnaque. On est tombé sur une montre présentée comme très haut de gamme. D'accord.
Ouais. Et visiblement, y a pas, on a chacun sa définition de la haute gamme, hein, c'est ça? C'est ça, on a parfois des marques comme Rolex ou Rolex, je sais pas. Allez, on écoute. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, je vous appelle pour la montre Rolex à vendre, toujours disponible? Oui, elle est disponible. Ouais, je voulais savoir c'est quelle marque de montre? Monsieur, vous ne connaissez pas les montres suisses Rolex? Rolex, j'ai jamais entendu parler, non, je connais pas. C'est une montre très chère, très rare. Elle vaut 10 000 €, mais je la vends pour m'en débarrasser à 3 000 €, c'est simple. Ok, moi je connaissais Rolex, mais Rolex, j'ai jamais entendu non, la marque. Ok. Monsieur, tout le monde connaît Rolex, votre femme va être contente. Oui, je pense bien. Mais c'est une vraie montre, du moins vous l'avez acheté où? C'est une montre de la marque Rolex? Monsieur, la montre, je l'ai achetée moi-même en Suisse, à côté de Paris. J'ai perdu la facture, mais vous pouvez me faire confiance sans problème. Ah bon? Ok, donc vous l'avez acheté en Suisse, à côté de Paris, vous avez perdu malheureusement la facture. Vous faire confiance? Ok, je vais quand même réfléchir, et puis si jamais je vous rappelle si ça m'intéresse. Monsieur, faites attention, il y a beaucoup des gens qui arnaquent sur Internet. Faites attention, avec moi au moins vous êtes sûr. Ok, merci du conseil, ça fait plaisir d'avoir un conseil. Ok, parce que dès que j'ai l'argent, je vous rappelle, et à ce moment-là on voit. Hein. Ok. Voilà, bonne soirée à vous. Bonne soirée, au revoir. Oh, bravo. Il est bon, le mec. Alors, attendez, c'est pas fini. Il y en a une deuxième à vendre à Nuuk, au Groenland. C'est pour ça que Trump veut y aller. Il veut récupérer la deuxième Rolex. Flavio. Parce que si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ta carrière présidentielle. Flavio, cette montre, il l'a achetée en Suisse, mais c'est pas de la balle. Hein. Allez. C'est ça, et Suisse à côté de Paris. C'est ça. Merci Flavio, on vous retrouve bien entendu lundi à partir de 17h50 à retrouver sur nos plateformes, et bien entendu vous allez sur le compte Instagram le bon coin Flavio, il y en a des centaines, et ça vous allez passer un week-end de folie. Merci Flavio, bon week-end, et on se retrouve dans un instant avec le coup de gueule de Philippe David. On m'a souvent qualifié de crâne d'œuf, et ben je me dis que finalement mon crâne est devenu une chose rare. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. De Ménibus. À chaque minute qui passe, il y a une nouvelle personne qui rentre dans ce studio. Bruno Pomar, ancien membre du Raid des Maires de Belleflou, Eric Revel, journaliste, et C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse, dont il est l'auteur, Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la food tech, et Perico Lécas qui est avec nous, hein, la France dans tous ses états, tous les jours, sauf le vendredi, puisque là vous allez partir en week-end, sans nous, merci. Et Philippe David, bien entendu, qui devrait nous détendre. Mais là, je pense qu'il va nous tendre. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, et même de milliers de villages en France, et même de grandes villes, puisque ce coup de gueule va concerner les poules. N'ayez pas d'idées mal placées, les vraies voix, je vais parler des poules pondeuses, qui ne sont pas que chez des agriculteurs, mais également dans nos jardins, dont nombre ont un poulailler un peu partout en France ou en Navarre. Pourquoi parler des poules? Parce que la pénurie d'œufs en cours a au moins un mérite: nous rajeunir de 50 ans. Souvenez-vous de Coluche qui se moquait des pays de l'Est en disant « En Pologne, ils ont vraiment rien. Un sandwich polonais, c'est un ticket de jambon entre 2 tickets de pain. » Boutade à laquelle il ajoutait, me semble-t-il, que pour le sandwich haut de gamme, il fallait ajouter un ticket de beurre. Et non, la France n'a pas rejoint feu les démocraties populaires, mais près de 40 ans après la chute du rideau de fer, nous vivons en France une pénurie d'œufs. Une pénurie due, outre à une forte demande, à une réglementation trop contraignante, pour citer Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture. Et il faut dire qu'on a empilé les lois pour dissuader de produire. 2018, loi Egalim qui interdit la construction de nouveaux bâtiments destinés à l'élevage de poules pondeuses en cage. 2021, décret interdisant la réalisation de toute nouvelle construction de bâtiments ou d'extension de bâtiments existants visant à accueillir des poules pondeuses en cage. Et pour s'installer, il faut obtenir un prêt bancaire, trouver un partenaire pour acheter sa production, répondre aux contraintes techniques et sanitaires, et en fonction de l'ampleur de son projet, lancer une consultation publique. Des procédures qui peuvent durer 2 ans, pour citer Alice Richard, la directrice du Comité national pour la promotion de l'œuf. Alors, en espérant ne pas vous avoir brouillé avec les œufs, il faut, pour relancer la production en France, que nos technocrates arrêtent de faire l'œuf en pondant des normes ineptes qui empêchent nos agriculteurs de travailler, et après les choses repartiront. Roule ma poule ou vas-y cocotte.
C'est intéressant ce que tu dis parce que tu sais qu'en plus, si tu veux avoir une production d'œufs perso chez toi, tu es obligé de déclarer. Si tu as plus de 12 poules, je crois, un truc comme ça. Oui. Oh, et on tourne par an dans ce pays. À cause de la grippe aviaire, il a fallu déclarer au service vétérinaire. On produit 15,4 milliards d'œufs par an, mais l'augmentation de la demande est de 5%, alors que l'augmentation de la production n'est que de 1%. Voilà, donc le problème est là. Et en plus, il y a des catégories 2. Vous savez, 0, c'est le bio impeccable. Le 1, c'est du parcours en plein air où la poule mange. À 2, elle est en cage, mais elle mange pas trop de merde. Et à 3, elle mange sa merde. Donc comme ça, c'est réglé. Bah oui. La demande est très forte pour une raison très simple, c'est que le pouvoir d'achat étant en berne, pour consommer des protéines, ceux qui ne peuvent pas acheter de la viande, ils achètent des œufs. Et je crois que la consommation d'œufs a augmenté de 14 œufs par an par personne, donc c'est énorme. Donc une demande forte et en face une offre. Vous l'avez dit à moitié, mon cher Philippe, puis j'ose, c'est que Madame Genevard intervient pour dire ouais non c'est trop compliqué, les normes pour construire de nouveaux poulaillers. Mais on oublie une chose, c'est que à l'horizon 2030, 90% des cages à poules devront avoir disparu. Absolument. Et vous savez quoi, ce qui se passe? C'est que ces cages à poules, il y en a une partie qui va à la ferraille, puisqu'elles sont interdites globalement et presque totalement à partir de 2030, mais une autre partie, elle est revendue dans des pays qui vont les utiliser. Dont on importe les œufs. Exactement. Donc, et la France, qui était exportatrice et autosuffisante, disons, au niveau 2. Aujourd'hui, en œufs, elle est encore autosuffisante. Écoutez, c'est très limite. C'est très limite. C'est très limite. On importe de Hollande, d'Espagne, puis d'un autre pays, l'Allemagne. Voilà. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non, mais c'est majeur. Monsieur Philippe David raconte beaucoup de bêtises, mais c'est vrai que ces coups de gueule sont quand même d'utilité publique. Merci, monsieur Philippe David. J'ai l'impression de m'être pris un œuf en pleine tronche. Pas encore, faites gaffe. Je peux me poser une question? Excusez-moi, rien à voir avec le sujet des œufs. Pourquoi il a appelé Mozart qu'on assassine Eric Revel dans son bouquin? Parce que je n'ai pas compris. C'est très simple, vous savez qu'on l'avait baptisé le Mozart de la finance. Oui. Donc moi j'ai fait un pamphlet genre 17e siècle, si vous voulez, où chaque tête de chapitre commence par une œuvre originale de Mozart, le grand. Je ne l'ai pas encore lu. La Clémence de Titus, la symphonie numéro 40. Il en a quand même vendu 300 000. Le Don de Giovanni. Non, mais ça se vend très bien. Non, mais je me moque de vous. J'ai pas fait un livre sur les yaourts. Non, je plaisante pour Nicolas Sarkozy. J'en vends beaucoup moins, mais c'est un vrai succès. Et puis moi, vous savez, alors contrairement aux œufs, le produit n'est pas périssable puisque jusqu'à mai 2027, je pense que les gens voudront lire. Si on l'avait dit à Mozart qu'on le comparait à Macron, je suis pas sûr qu'il ait apprécié. Vous restez avec nous dans un instant. La question du soir: êtes-vous solidaire des maires qui retirent les drapeaux européens pour soutenir les agriculteurs? Avec cette question du jour, mais Perico, vous êtes pour ou contre? Vous soutenez? Le quoi? Les maires qui retirent les drapeaux pour soutenir les agriculteurs. Je pense que c'était déjà fait depuis longtemps. Sébastien Ménard. Ça devrait être obligatoire. Eric Revel. Il faut changer d'Europe, donc changeons de drapeau. Oui, mais. Moi, je pense qu'ils ont totalement raison et vous êtes 89% à le penser. Et voilà. Bravo. Et 0826 300 300. Les autres doivent nous appeler. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Il y a une grande attablée ce soir. Bruno Pomar est avec nous, Eric Revel, Sébastien Ménard, Perico Légas qui venaient nous rejoindre. Mais les mains vides. Il est venu les mains vides. Oui, mais la gueule pleine. Ouais. T'inquiète. Si j'étais vous, Sébastien, je ferais gaffe à mon petit fessier. Il pourrait vous le voter. Ah bon J'ai eu peur. Non, vous inquiétez pas. Avec cette question du soir, êtes-vous solidaire des maires qui retirent les drapeaux européens pour soutenir les agriculteurs pour l'instant? Vous dites ouais, 89%. Très bien. Thierry est avec nous dans un instant, 0826 300 300. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on... Pas encore, il va arriver dans quelques instants. On va avoir le maire d'Aumazan qui est là. On va le prendre tout de suite. Drapeaux européens accrochés à la grille de la préfecture de Vaucluse. Habituellement, ils flottent sur les façades des mairies. C'est le drapeau de la mairie de Caderousse, dans le Vaucluse. Et c'est on l'a décroché de la mairie ce matin, c'est pour dire qu'en gros, on veut plus d'une Europe qui ne veut plus de nous, les agriculteurs. Alors ces maires, ils sont sans étiquette en effet, ou alors de droite, de gauche, il y en a de toutes les étiquettes. L'inquiétude est en train de monter du côté des associations d'élus. Ils craignent que les prochaines municipales ne finissent par se transformer en une sorte de grand référendum contre l'Europe, avec pour grand gagnant, bien sûr, le Rassemblement national. Les vraies voix Sud Radio.
Et direction le Gard à Domozan avec Louis Donnet. Bonsoir monsieur le maire, Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Louis Donnet, donc de Domazan. Et de Domazan, exactement. On est ravis de vous accueillir. Le fait d'enlever ce drapeau, vous n'avez, j'imagine, pas hésité une seconde pour la symbolique, en tout cas. Tout à fait. Alors en préambule, je voudrais quand même indiquer que je suis profondément pro-européen. Même si à ce jour, beaucoup doutent de l'idéal européen. Je voulais rappeler que mes enfants sont européens et sont le fruit de l'Europe. Donc, j'y ai un fort attachement à l'Europe. Malgré tout, pour revenir au Mercosur, notre action, effectivement, elle est réellement en soutien aux agriculteurs, afin que l'Europe prenne en compte les biais introduits par cet accord. L'Europe, elle doit trouver des solutions afin que nos agriculteurs européens puissent continuer à produire des produits de qualité à destination de nos consommateurs. On vous sent très touché, monsieur le maire. Tout à fait. Parce que ça a été difficile quand même pour vous on vous sent très proche de l'Europe, mais d'un autre côté, vous êtes tiraillé entre, j'ai l'impression, deux choix terribles. Bien sûr, je pense que l'Europe elle a apporté énormément de choses depuis 50 ans. Donc on ne peut pas le balayer d'un revers de manche. Malgré tout, je pense qu'elle doit prendre en compte la détresse et les difficultés que rencontrent aujourd'hui nos agriculteurs face à la fois ce traité, mais également d'autres problématiques qu'on rencontre, comme la baisse de consommation pour les viticulteurs, la baisse de consommation du vin, les cours qui s'effondrent. Donc il y a des tas d'adaptations à prendre en compte, sans compter le réchauffement climatique. Et donc tout ça, ça bouleverse clairement l'agriculture. On comprend. Allez, le 0826 300 300, restez avec nous, monsieur le maire. Thierry est avec nous. Bonsoir Thierry, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonsoir. Vous êtes vous soutenez, en tout cas ces maires qui soutiennent par le fait d'avoir enlevé le drapeau européen au fronton de leur mairie. Est-ce que c'est un soutien pour vous ? Alors c'est une symbolique qui porte localement, qui montre bien sûr la colère qu'on peut avoir et le soutien pour le monde agricole. Je suis agriculteur également, je suis maire, mais je suis agriculteur également. D'accord. Bienvenue monsieur le maire. Merci. Je suis comme mon collègue il y a quelques instants pro-européen. Moi je pense que l'Europe n'est pas assez aboutie, n'est pas assez accomplie et aujourd'hui gouvernée de trop loin de ses habitants, trop loin du monde économique, du monde réel. Et donc c'est de là qu'arrivent les problématiques où quand on prend des mesures d'ordre général, comme beaucoup de l'action publique, en fait, on peut se retrouver avec des actions, des décisions, des conventions, des traités qui sont trop éloignés des intérêts propres qu'il y a dans chaque pays et de chaque métier. Je vais me tourner vers Sébastien Ménard, élu local, et avec nous Bruno Pomar, qui est maire aussi d'une petite commune. Est-ce que vous les soutenez ? Est-ce que dans vos communes respectives, vous allez soutenir Sébastien Ménard ? Alors, moi, je les ai soutenus à ma manière. Alors, je ne suis pas maire de Biarritz, mais en tout cas, cette initiative du drapeau en berne, je vais le demander à Maider Arostegui, maire de Biarritz. Moi, je les ai soutenus dans le sens où, clairement, au Pays Basque, ils ont mis des barrages, ils ont coupé l'autoroute A63. Enfin, vous pouviez quasi plus circuler entre Pau, Dax, Bayonne, Biarritz, Mont-de-Marsan, etc. Enfin, bref, ils ont foutu le bordel, clairement. Bon, mon soutien, c'était de ne pas gueuler. Pourtant, Dieu sait que vous m'entendez souvent râler, souvent gueuler, souvent... Et là, je me suis dit qu'il fallait être solidaire. Il fallait patienter, il fallait les soutenir. Donc voilà, ça a été, en tout cas, comme citoyen, comme élu local, je ne me suis pas plaint au préfet et j'ai pas fait ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire râler de manière assez bruyante. Monsieur le maire de Belleflou. Dans l'Aude, évidemment, en Occitanie, on est particulièrement touchés. Enfin, c'est toute la France et tous les agriculteurs de France qui sont touchés, effectivement. Moi, la seule chose que je regrette, et encore une fois, je suis à fond avec nos agriculteurs. Alors, la symbolique d'enlever le drapeau européen, pourquoi pas, je vais le faire sûrement. Des
cette semaine. Mais moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que bloquer systématiquement le pays, il ne faut pas oublier. Parce que les agriculteurs, les commerçants, les Français, les 69 millions de Français que nous sommes, soutiennent nos agriculteurs. Le problème, c'est qu'en même temps, ça bloque l'économie de ce pays. Et ça me gêne un petit peu plus. J'aimerais même que les élus d'ailleurs se mobilisent pour monter sur l'Europe, à Strasbourg, où il y a tous ces décideurs là qui sont bien planqués et bien assis avec des salaires confortables, qu'on aille leur mettre la pression là-bas et qu'on les bloque, qu'on ne les laisse plus sortir de leur palais là-bas. Parce que, effectivement, encore une fois, l'économie française souffre, en plus que l'agriculture. Donc ça me gêne un tout petit peu. Mais évidemment, c'est un soutien total à nos agriculteurs. Éric et Perico derrière. Oui, alors, tout ça est juste. Je rappelle quand même qu'il y a des filières agricoles qui vont bénéficier du Mercosur. Alors, je ne suis pas très populaire quand je le dis, mais il faut quand même le dire. Les éleveurs, évidemment, qui vont voir 99 000 tonnes de viande supplémentaire arriver sur le marché. Personne n'a envie de tomber sur un steak argentin avec des antibiotiques et des hormones. Ça, il n'y a pas de sujet. Mais il y a plein de filières aussi. On parlait du vin, par exemple. Les vins et les spiritueux, c'est un marché pour eux. Je sais que c'est aussi un super marché d'exportation pour la machine-outil allemande et la voiture, mais il y a ça aussi, comme le CETA d'ailleurs avec le Canada. Profitez à nos AOP, fromages et autres. Mais vous voyez, je lisais Le Monde là, et c'est la première fois que je vois un papier aussi alarmiste sur la position de Berlin sur l'Europe. De mémoire, c'est un papier qui dit, pour la première fois, c'est historique, Berlin doute de cette Union européenne-là. On nous a vendu pendant des siècles le couple franco-allemand. Bon, couple franco-allemand, en réalité, qui était un tandem. Vous savez, pour ceux qui ont fait du tandem à vélo, il y en a deux qui pédalent, il y en a un seul qui a le guidon. En l'occurrence, c'était les Allemands et les Grünen allemands qui nous expliquaient que le nucléaire, c'était une mauvaise chose. Donc, en fait, cette Europe-là, je pense qu'avec les coups de boutoir des crises agricoles, mais pas que, il y a d'autres crises, la crise de l'industrie. En fait, cette Europe-là, fédérale, contre laquelle moi je me bats, je me suis battu éditorialement, voir les Allemands qui doutent eux-mêmes de cette Union européenne, c'est quand même important. Il y a un très bon papier dans Le Monde, je vous le disais. Perico. Si Jacques Delors et Simone Veil avaient su qu'un jour des maires de la République française prendraient comme symbole de protestation le retrait du drapeau européen, on voit à quel point ces maires sont touchés, qui était le symbole d'une conquête, d'une avancée historique. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu retirer le drapeau européen? Parce que l'Europe est à l'origine, pour d'excellentes intentions que je respecte, mais qui étaient des erreurs, qui est à l'origine du drame agricole français. Quand vous avez 200 paysans qui se suicident par an, quelle profession accepterait ça sans barrer les routes? Et je les trouve très, très civiques et très résilients et très dignes dans leur souffrance. C'est la politique agricole commune qui vous est tout simplement... C'est un concept bête. On a dit, on va faire de l'agriculture une source de richesse, on va lui appliquer des paramètres et des critères industriels. L'agriculture n'est pas un critère industriel pour s'enrichir, c'est pour nourrir les population. Alors, ensuite, on a exposé ça au marché mondial avec des concurrences déloyales, faussées et pas libres, et on a envoyé nos agriculteurs au cimetière. Qu'on retire le symbole de l'Europe, c'est la conclusion d'un échec de l'Europe. Et Eric, c'est pas seulement l'Europe qui est en doute. Aujourd'hui, tu verras le documentaire qui est au nom de l'Europe, 42 minutes. Même les Allemands et les Français, des grands hommes d'affaires, disent: est-ce que l'euro... L'idée d'une monnaie commune est unique, elle est géniale. Il a été mal appliqué, mal conçu, et l'euro est peut-être à l'origine de toute autre catastrophe économique. Beaucoup de alors, je vais avoir un désaccord avec Perico quand il cite Simone Veil et Jacques Delors. Moi, je citerais plutôt Marie-France Garot et Philippe Séguin qui avaient vu clair sur l'Europe. Non, mais d'accord, je te dis, s'ils savaient qu'on retirait, tu te rends compte pour eux, bien sûr, mais, le symbole que c'était pour eux. Mais à l'époque, Veil et Delors se trompaient, c'était Garot et Séguin qui avaient raison. Discours de Séguin, tout ça était marqué. Peut-être que l'émotion du maire, dont j'ai oublié le prénom, mais qui est encore à l'antenne avec nous, elle vient aussi du fait que cette Europe nous a protégés de la guerre. Nous a protégés de la guerre. Et là, la guerre, elle est en Europe. Donc elle ne nous a pas protégés. Donc elle ne nous a pas protégés. Je vais terminer sur un propos. L'Europe originelle dont parlait Monsieur le maire et dont parlait Thierry, c'était l'Europe des 6. C'était la préférence communautaire qu'on a transformée en grande zone de libre-échange ouverte à tout et n'importe quoi et avant tout au dumping social. Messieurs les maires, Louis, monsieur le maire, est-ce que vous êtes soutenu par vos administrés? Comment ça se passe dans la commune? Ah oui, nous avons quand même une vingtaine d'exploitations agricoles sur la commune. Oui. Donc jusqu'ici, pas de souci, oui. Ouais. Thierry, pareil pour vous? Alors moi encore, je n'ai pas mis le drapeau européen en berne.
c'est quelque chose que je vais peut-être faire. Moi, je suis plus attaché à mettre de la pression sur les députés européens qui peuvent aujourd'hui un petit peu influer, un tout petit peu peut-être avoir la solution pour que ce traité ne soit finalement pas appliqué, mais il y a très très peu de chance quand même. Mais après, je suis sûr que si je mets le drapeau en berne, bien sûr, il y aura le soutien des agriculteurs de la commune et des élus qui m'entourent au conseil municipal, il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas persuadé que Mme van der Leyen soit attentive à ce que dans nos communes en France, nous ayons mis les drapeaux en berne et que ça fasse changer beaucoup d'avis. En tout cas, l'important, c'est de se sentir soutenu aussi. Oui. Je dis que Thierry est maire de Tégras, c'est ça ? Oui. Dans le Quercy, à quelques kilomètres du gouffre de Padirac, merveilleux territoire, pourvu que les paysans continuent à le sauver, parce que vous êtes le représentant d'une France qui gagne. Ah oui. Allez, merci en tout cas, merci à vous deux, merci. On fait une petite pause, on revient dans un instant, puisque l'un de nos auditeurs qui va arriver sera certainement nommé ministre, et il sera ministre des Armées dans un instant. Et puis le qui c'est qui a dit, juste après. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, on accueille cette joyeuseté autour de cette table. Bruno Pomar, Éric Revel, Sébastien Ménard, Perico Légas et vous, 0826 300 300. Et nous avons décidé de nommer aujourd'hui le ministre des Armées. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Eh bien, il faudra bien faire quelque chose, David. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Cécile, bonjour Philippe et bonjour à tous vos invités. Monsieur le ministre, pour cette première, en tout cas, proposition à faire, parce que vous venez d'arriver au gouvernement, on plaisante, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent, ils disent il y a un nouveau maire. Il n'y a pas eu de remaniement. Malheureusement. Quelle serait votre première proposition, ou en tout cas votre première action? Ce serait de demander une entrevue à monsieur le président de la République. D'envoyer 15 militaires au Groenland, mais d'envoyer notre brigade d'infanterie montagne pour deux raisons. Parce que ça fait 4 ans. Attendez, on vous entend très mal. On vous entend pas du tout. On a entendu, vous vouliez envoyer la brigade d'infanterie de montagne. Il faut lever la main ou mettre une fourchette en l'air pour avoir du réseau. Est-ce que c'est mieux? Oui. C'est mieux, on Nous vous écoute. entendons fort et clair, monsieur le ministre des Armées. Bon, c'est parfait alors. Donc oui, ce serait de demander un entretien à monsieur le président pour lui proposer d'envoyer la brigade alpine au Groenland. Pour deux raisons simples. La première, c'est que ça fait 86 ans, donc depuis Narvik, que nos chasseurs alpins ne seraient pas allés aussi haut. Tu vois ? Et la deuxième, c'est parce que je me souviens que le Danemark a toujours été un allié fidèle de la France, notamment sur le Premier Empire. Et Copenhague ayant été bombardé 2 fois par les Anglais, donc ce serait bien de leur rendre un peu la monnaie de la pièce et de leur montrer qu'ils peuvent compter sur nous. Eh ben, ils sont bons, nos ministres, Perico Légas. Ah oui, Madame Vautrin, elle a du souci à se faire. Oui, oui. À la rigueur, il aurait envoyé Madame Vautrin elle-même, peut-être que Trump aurait pris peur aussi. On ne sait pas, Non, déjà, ce que dit monsieur le ministre, c'est très intéressant parce qu'on oublie de le dire, mais notre armée est une armée échantillonnaire mais d'élite. Et nos troupes de montagne, comme nos troupes aéroportées, comme nos troupes de marine, sont des troupes d'élite. Et je parle même pas des forces spéciales, les commandos marines, les commandos de l'air, enfin tout ça, le premier PIMA et compagnie, on a des troupes d'élite. Et je peux vous dire que les Américains, je ne les imagine pas suffisamment fous pour tirer sur des soldats de l'OTAN. Surtout que les Américains, même leurs forces d'élite face aux soldats français, je peux vous dire que ce ne serait pas une promenade de santé. Je confirme, moi, parce que mes années au raid, j'ai côtoyé évidemment les unités de combat, les nageurs de combat, l'Aspreto et toutes ces unités d'élite qui sont de niveau exceptionnel. Top. Et c'est effectivement, on parle de l'armée américaine qui est la plus grosse armée du monde avec des moyens considérables, et c'est la vérité. Mais l'expertise n'est pas la même. Je me suis entraîné même avec les Delta Force, c'est pas non plus des super combattants. Non, tu as raison, hein, Philippe. On a vraiment des soldats d'élite. Le problème, c'est qu'on n'a pas. Non, on a 250 000 militaires, un peu moins, 70 000 super pros. Unités combattantes, oui. Bon, il y a encore à faire, mais c'est vrai qu'on a des unités échantillonnaires, mais de très haut niveau. Éric Revel, vous confirmez?
Ah bah j'écoute, je bois les paroles de Bruno. Oh, je te remercie, mon cher. Si, je bois ses paroles. Non, je réfléchissais parce qu'en fait, on vous entend dire ça, on vous entend dire des choses comme ça. J'ai l'impression qu'on se prépare à la guerre, quoi. Non mais c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé, une confrontation avec des Américains. Depuis quelques années, ça quand même. Pas, Philippe. Enfin, encore une fois, je vois pas un face à face entre des troupes européennes et les Américains. C'est hors de propos. Je pense qu'il va finir par avoir une espèce de bail amphithéotique de 99 ans sur le Groenland qui va être négocié. Mais attendez. J'ai l'impression de vous entendre parler d'une concession à perpétuité dans un cimetière. Mais attendez, c'est l'homme le plus puissant du monde. Et il a proposé 57 milliards. Ouais, de racheter carrément. Il a proposé 1 million, pardon Perico, il a proposé $1 million par habitant. Ils sont 57 000, ça fait 57 milliards. Imaginez que dans sa folie, Vladimir Poutine s'empare du Groenland. Là, qu'est-ce qu'on aurait fait? On attaque, je pense qu'on aurait défendu le Groenland, là. Mais comment? En attaquant la... les Américains auraient attaqué, ils auraient dit jamais... Donc guerre mondiale. Oui, bien sûr. Donc je préfère que les Américains s'en prennent possession tout de suite, puisque c'est une colonie américaine, l'Europe, le Danemark. Oui. Voilà. Bon, écoutez, soyons pas hypocrites. C'est quelques arpents de neige. J'aurais préféré qu'on garde le Québec. Louis XV sur le Québec. Voltaire. C'est quelques arpents de neige. Oui, ça a été repris par Louis XV, je crois. Perico est un envoyé spécial des États-Unis. C'était à l'époque. Il a déjà sa carte verte. Ça s'appelle Parlons vrai. C'était bien. Parlons vrai. Je préfère que ça soit Trump que Poutine. Mais il va leur vendre du pinard. Il va leur vendre du pinard français, du fromage français. Ça gèle dans les verres, c'est dommage. Il y a une place à prendre déjà avec Thierry Breton. Vous la voulez ou pas? Non, merci. On reste amis. Voilà. Bon. En tout cas, monsieur le ministre, merci en tout cas pour cette belle proposition. Bravo à vous. Et puis, j'espère que vous resterez longtemps. Vous ne serez pas, en tout cas, vous partirez pas avec l'eau du bain 49-3 et puis une motion de censure. Et on vous adoube. Narvik qui fait une victoire, n'oublions pas. Bravo d'avoir cité cet exemple. Victoire française. De la Légion étrangère, absolument. La 13e des BLE. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. Vous restez avec nous. Et tout de suite, qui c'est qui l'a dit? Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Je suis obligé de me cacher parce que Perico Légas, il peut regarder les réponses. Perico, vous avez jamais fait les vraies voix? C'est le premier qui tire. Alors, j'écoute tout ce qu'il a dit tout le temps, attention. Avec les enfants vendredi soir, je suis obligé de mettre attends. Il y a un problème de titre là. C'est-à-dire que Philippe Bilger, il n'arrive pas à lire le titre. Le qui c'est qui l'a dit. Qui c'est qui l'a dit? Ah ouais, voilà. D'accord. Allez, on y va. Attention. Éric Revel, il est à fond. Il a raison, Éric. Qui c'est qui l'a dit? On est prêt? Allez, qui c'est qui l'a dit sur le Groenland? Stéphanie Morgan. Non, tout ça est allé au changement climatique. Tout ça est lié au changement climatique. C'était Marine Cordelier. Bonne réponse. En même temps. Non, il a dit je dit Marine Cordelier. On partage les points. Votre femme dit que c'est moi. Non. Si, elle m'a désigné. Je suis désolé, Bruno. Il y en a un qui va. Les femmes ont toujours raison. Non, attendez, il y en a un ou une qui va dormir sur le canapé ce soir. On met Éric Revel à la demande de un point chacun. Attention, les enfants, parce que les auditeurs nous écoutent. Là, ce n'est pas du tout de la politique. Qui c'est qui l'a dit? Messire, un sarrasin dans une chariote du diable. C'est tout ferré. Christophe Clavier. Les visiteurs, il l'a dit en premier. Ça peut être le titre du film, mais il a été plus rapide. C'est pas du jeu. Perico. Un sarrasin dans une chariote du diable. C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer. En plus, c'était la bagnole du postier, vous savez. Ouais. Il met un grand coup de hache. De masse. Attention. Qui c'est qui l'a dit? L'armée européenne n'est qu'une chimère. L'armée européenne aujourd'hui, c'est l'armée française. C'est un homme politique, il est député. Ouais. Éric Ciotti. Non. Presque. Pas loin. Parti allié. Ouais. Retailleau. Non. Jordan Bardella. Non. Tanguy. Non. Même parti. Aubert. Non. Chanu. Non. Oh, il est connu pour ses punchlines. Il a le Tanguy. même. Non. Si. Non, impératrice. Odoul. Oui, bonne réponse de Perico Légas. Julien Odoul, député RN. Qui c'est qui l'a dit? Là, c'est encore un politique sur l'envoi de troupes françaises au Groenland. C'est du folklore. À gauche ou à droite? À droite. Il a été candidat à la présidentielle plusieurs fois. Dupont-Aignan. Bonne réponse d'Éric Revel. Nicolas Dupont-Aignan. Ils sont en forme. Qui c'est qui l'a dit? Attention, c'est un film. Je sais que je ne plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui je ne plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. C'est le nom de l'actrice, l'acteur? Non, le titre du film. C'est un titre. C'est un film belge, voilà. Poulvord. Non, avec Poulvord. C'est arrivé près de chez vous. Non, je me suis trompé. Non, c'est un nom flamand. Chez la frite. Non, chez la frite. C'est un nom flamand.
Ah ouais, mais merde, on a du mal à parler français. Ouais, bon, enfin, flamand. Non, ils sauront pas. Non. Dickeneck. Qui c'est qui? Même en trichant, je sais Que Voilà. On n'a pas entendu puisque vous avez parlé en même temps, Philippe David. C'est pas grave. C'est qui l'a dit? Question politique, mais pas d'un politique qui est encore non, mais ça date un peu. François Mitterrand est le spécialiste du piège à consensus. Le piège à consensus, c'est très drôle. Un ex-très-grand-mère. Et Premier ministre. Alain Juppé. Bonne réponse d'Éric Revel. J'allais dire pas grand-père, grand-mère, mais un grand-mère. Le meilleur d'entre nous, vous auriez dû dire. Ça lui a pas porté chance. Qui c'est qui l'a dit? La visibilité du clitoris est un combat féministe. Émeric Caron. Non, Rousseau. Bonne réponse. Un peu de culture. Un peu de cul. Qui c'est qui l'a dit? Les fonctionnaires sont les meilleurs maris. Quand ils rentrent le soir à la maison, ils ne sont pas fatigués et ont déjà lu le journal. Oh, c'est beau ça. Un très grand homme d'État français. C'est pas jeune. Hein. C'est pas jeune. Edgar Faure. L'ancien Premier ministre. Non, ça s'appelait pas Premier ministre. Président du Conseil. Clémenceau. Absolument. Bonne réponse, Georges Clémenceau. Bravo. Ah, voilà, Ça, c'est de la culture. C'est très culturel. Hein. Là, c'est la vraie culture. Non, mais là, Il a pas dit ça. c'est plus le qui l'a dit que j'ai connu. Ouais, c'est pas du tout sur lequel on est habitué. C'est d'un autre niveau, Eric, maintenant. C'est là, parce que Perico est là, donc. On a mis de la culture générale. Les il faut avoir fallait nous toute prévenir. l'encyclopédie universaliste. On n'entend rien du tout. On vit avec son temps. Oui, mais vous changez les ça, règles je sais qu'il a dit. comme ça vous plaît. Clémenceau, il serait là, je peux vous dire que ça ne se serait pas comme ça. Une dernière question. Non, pas du tout. On n'a pas le temps. Les scores. Eh bien, écoutez, Éric Revel, 4 points. Bruno Pomar, 2 points. Perico Légas pour une première 2 points. Et comme on avait changé la formule, cela a complètement ruiné les espérances Le chef d'entreprise. de notre ami Sébastien Avant Ménard. que la formule change, c'était pareil. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous ai battu à chaque fois. Vous savez ce qu'on va faire? On va rendre l'antenne et vous pourrez vous engueuler. Exactement. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table, Bruno Pomar, Éric Revel, Sébastien Ménard, Perico Légas et Philippe David, bien entendu. J'en profite, Philippe, pour dire qu'à partir de dans 10 minutes, l'émission c'est Open Bar. J'aime Absolument. beaucoup. Entrée libre 0826 300 300 avec François-Louis Bourneau. On parle de quoi? Là, je pense que vous allez me chambrer. Allez-y. Parce qu'on va parler d'obésité, de malbouffe et de fast-food. Non, comme vous appelez culbuto, d'habitude, je m'y préparais. Donc, on va parler de ce problème qui est un vrai sujet de société, de santé publique. On va parler également des agriculteurs. Vous voulez beaucoup réagir sur les agriculteurs. Et pour tous les autres sujets, comme l'a dit Cécile, c'est Open Bar et c'est la voix douce et souriante d'Aude qui prendra votre appel au 0826 300 300. Et écoutez, c'était ce matin dans l'invité politique, avec l'invité politique de Jean-François Aquili, Marie Tondelier et secrétaire national des écologistes. Les vraies voix Sud Radio. Les électeurs de gauche sont très très unitaires. Ils veulent l'union de la gauche et des écologistes parce qu'ils veulent une chose simple, c'est qu'on gagne. Et je pense que la France Insoumise risque de payer un moment le fait d'avoir voulu partir partout, tout seul. Mais voilà. Allez, Sébastien Ménard. Oui. Encore une fois, je vous dis, je trouve qu'on donne beaucoup trop d'importance à la France Insoumise, à la réalité de ce que ça peut représenter. Voilà, c'est des agitateurs d'idées, c'est des gens qui, on l'a vu tout à l'heure avec Jean-François Aquili, qui ne sont que dans la création de controverses, l'animosité politique. Je trouve qu'on leur donne trop d'intérêt. Et honnêtement, vous verrez qu'au municipal, ça pèse pas grand-chose. Évidemment, partout où ils ont des stratégies communautaristes que je dénonce, ça pourra, entre guillemets, fonctionner, évidemment, puisque tous ces quartiers ont été totalement abandonnés par toutes les autres familles politiques, la mienne aussi. Voilà, donc évidemment, ils vont scorer, mais partout ailleurs, ils vont disparaître au soir du premier tour. Allez, Perico Légas. C'était un leurre, c'est une arnaque idéologique. Le nouveau Front populaire est né de la dissolution. Ils se sont mis d'accord de façon précipitée sur un plan électoral pour avoir des élus. Ce sont des gens qui se sont toujours détestés et combattus, pour ne pas dire massacrés. La suite du programme l'a prouvé. Ils n'ont rien à faire ensemble, ils se détestent, ils ne se réconcilieront jamais. Et Jean-Luc Mélenchon l'a compris, et jamais il ne fera de concession aux sociodémocrates qui ne pèsent rien dans le pays et qui s'accrochent à leurs 68 sièges pour l'instant, parce qu'ils savent qu'à la prochaine dissolution, ils en auront 12. Voilà la vérité sur la gauche unie. Éric Revel. Si la gauche veut avoir une chance d'être au second tour de l'élection présidentielle, Mélenchon, il va se présenter.
Si vous avez en face un social-démocrate bon teint, bon genre du 7e arrondissement, monsieur Glucksmann, je crains qu'il n'y ait pas de gauche présente au second tour. Donc, moi je suis en train de me demander si la petite musique du comeback de François Hollande... Évidemment. n'est pas la petite musique qui va... Parce qu'en fait, Madame Tondelier a dit quoi? Elle dit on a envie de gagner. Donc pour gagner Madame Tondelier, il faut déjà être présent au second tour. Il faut déjà être présent au second tour. Mélenchon, bon, il peut peut-être l'être, mais je vois pas comment il serait élu président de la République. En revanche, ils vont s'auto-annihiler. Donc le risque pour la gauche, me semble-t-il, c'est qu'il n'y ait aucun des deux candidats qui soit présent au second tour. Donc dans ces cas-là, François Hollande, il peut apparaître le moment venu, comme le diable qui sort de la boîte en disant je suis le sauveur. Si vous voulez que la gauche soit présente, en évitant de voter Mélenchon, votez pour un candidat de la gauche républicaine. Surtout qu'il aura Nicolas Sarkozy en face de lui. C'est impossible. Ségolène revient. Ça c'est très peu probable, mais j'ai pris les paris sur cette antenne et je le redis encore ce soir. Je vous ai dit que François Hollande est le prochain président de la République. Alors là, moi je m'arrêterai déjà au municipal, les amis. On va pas trop vite en besogne. Je pense que les filles n'auront pas un résultat extraordinaire au municipal. Sur Roubaix, ils sont positionnés, mais encore on dit la même chose. La seule chose qui me fait encore peur, malgré ça, c'est quand on entend Clément Beaune qui dit si au deuxième tour il y a un LFI RN, je vote LFI. Clément Beaune, mais au deuxième tour, il n'y aura pas LFI. Au deuxième tour, il y aura municipal, je te parle. D'accord. Moi, je crois une chose. Je pense que LFI va avoir des élus au municipal, notamment dans beaucoup de villes de banlieue, etc. Mais moi, je crois que la stratégie de LFI, c'est d'atomiser PS, Europe Écologie Les Verts et PC, et ils en ont le potentiel, parce que permettez-moi de vous rappeler que ces trois partis ont moins fait à la dernière présidentielle à eux trois que LFI tout seul. Donc on parlait souvent du mariage de l'aveugle et du paralytique. Là, PS, EELV, PCF, c'est l'aveugle, le paralytique et le gravataire. Avec une petite subtilité, messieurs, c'est que je parle à un collègue qui a le bénéfice d'avoir un peu d'ascendance et d'assurance sur moi. Il est maire. Les élections municipales ne sont pas une cartographie des humeurs nationales. C'est vrai aussi. Merci les amis, merci beaucoup. En tout cas, notre père et collègue, vous le retrouvez lundi dans La France dans tous ses états entre midi et 14h avec Maud, et ce sera un vrai plaisir. En tout cas, merci beaucoup Bruno Pomar. Merci à vous. Merci à Eric Revel, merci Sébastien Ménard. N'oubliez pas d'acheter ce livre, C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Bien sûr, bien sûr. La pub. Alors c'est quoi Mozart qu'on assassine? Je sais pas. On va te réexpliquer, Bruno. Oui, et puis Hollande, c'est le Beethoven de la Guimauve. Ne vous inquiétez pas, on va vous mettre au violon. Et dans un instant, vous voulez en savoir plus sur l'assurance vie ou le contrat de capitalisation. Quelle différence? Thomas Binet vous explique tout, les incontournables de la gestion du patrimoine.